Bonjour, je m'appelle Evelyne Joss, je suis psychologue, psychotraumatologue, chargée de cours à l'Université de Metz et je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne Résilience Psy dédiée à la psychologie. Aujourd'hui, nous allons parler d'abus sexuels et de violences sexuelles sur les enfants avec le docteur Jean-Yves Hayet. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Evelyne. Alors, vous êtes psychiatre d'enfants et d'adolescents, vous êtes Oui, docteur en psychologie. Vous êtes professeur émérite à la faculté de médecine à Louvain. oui. Vous avez écrit de très, très, très nombreux articles. Vous êtes aussi auteur d'ouvrages, vous avez écrit en nom propre, et puis aussi de participation à des ouvrages collectifs. Et vous avez un site que j'invite les auditeurs à aller consulter, un site très riche, Jean-Yves en un mot.net. L'adresse s'inscrit en bas de l'image, donc jeanyveshayer.net. Bonjour à nouveau Jean-Yves. Alors, ça me fait vraiment plaisir que vous ayez accepté cet entretien parce que vous êtes vraiment quelqu'un que j'admire beaucoup dans le domaine de l'enfance et dans tout ce qui est violence sexuelle. On va parler donc d'un sujet malheureusement douloureux et d'actualité, les violences sexuelles chez les tout petits, c'est-à-dire chez les Oui. enfants en âge préscolaire. Alors, qui peut s'en prendre à des enfants si jeunes? Est-ce qu'il y a un profil particulier des agresseurs sexuels? Un certain nombre de personnes peuvent le faire, puisque on estime, euh, ça rejoint mon expérience, que 10 à 15% des agressions sexuelles contre mineurs sont faites sur les moins de 6 ans. Alors, ce sont souvent des familiers. Et pour les agressions les plus sordides, où l'enfant est vraiment le plus déshumanisé, utilisé un peu comme un sextoy, je dirais, là, on peut assister à des ventes ou à des prêts d'enfants à des inconnus. Il y a des familles vraiment perverses, il faut bien le dire, qui passent leur enfant à un voisin, un client, un copain du père ou de la mère. Donc, les cas les plus graves, ça peut être des gens en quête de plaisir sexuel très déviants et qui ne sont pas connus de l'enfant. Dans la majorité des cas, ce sont des familiers, donc des membres de la famille nucléaire, parfois le papa, notamment après séparation, famille élargie, un grand-père, un oncle, un grand cousin adolescent, parfois aussi un babysitter, quelqu'un dans la crèche ou quelqu'un dans l'entourage de la gardienne d'enfants. Mais la majorité des cas, l'enfant connaît la personne qui va entraîner dans du sexe, souvent à son insu, parfois pas à son insu, et il est apprivoisé par cette personne. Il n'est pas violenté au sens de la brutalité physique et de la menace physique. Alors, dans ce que vous dites déjà, on entend qu'il y a des gradations finalement dans les violences qui peuvent être perpétrées. Il y a ce grand débat sur abus sexuels, violences sexuelles, hein. Certaines personnes disent on ne peut pas parler d'abus sexuels, on ne peut parler que de violences sexuelles. Néanmoins, certaines personnes que moi je reçois adultes ne souffrent pas des actes sexuels en tant que tels, mais souffrent du fait justement qu'on a abusé du lien de confiance, Oui, d'affection, oui. etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Et le mot violence, je l'accepte parce que fondamentalement, il y a quand même une non prise en considération de la liberté de penser, de la liberté de désirer, de la liberté de dire des vrais oui ou non du petit enfant. Donc, étymologiquement, ce sont des violences. Maintenant, quant à leur forme clinique, leur apparence, euh, 60 à 70% des fois, c'est ce que j'appelle des attouchements furtifs. Donc, l'enfant va être
toucher ou va être amené à regarder de façon furtive et très répétée quelque chose de sexuel chez l'adulte. Et là, il n'y a pas de brutalité physique. L'enfant, parfois, il ne le sait même pas. Alors, dans 20 à 30% des cas, ce sont des jeux sexuels à peu près comme on en voit entre enfants à l'école primaire, hein, attouchement, masturbation, parfois sexe oral, mais c'est toujours emballé dans une invitation à jouer de la part de l'adulte ou de la part du grand. Donc l'enfant ne souffre pas non plus d'effroi. Mais ici, on va voir qu'il est quand même traumatisé. Et dans les quelques pourcents restants, 5 à 10% restants, tout est possible, y compris la vraie grande violence physique, la sodomisation de bébés. Bon, ça existe, le petit enfant sur lequel on urine, ou là, on est vraiment dans le globe susceptible d'être effrayant, et où en tout cas l'adulte n'a aucune considération pour l'enfant. Oui, ça veut dire aussi que les manifestations symptomatologiques peuvent être présentes quand il y a eu effroi, quand il y a vraiment terreur, peur, comme dans les derniers cas que vous venez de décrire, mais que ce n'est pas toujours le cas. Et comme vous l'avez souligné, c'est une bombe à retardement, c'est-à-dire que les personnes peuvent Oui, être traumatisées dans l'après-coup. oui. Dans la première catégorie la plus fréquente des attouchements furtifs, je dirais que le petit enfant, il est simplement un peu intrigué, un peu anxieux. Il va venir demander à sa maman ou à quelqu'un en qui il en a confiance de vérifier si c'était bien correct, si après tout son grand-père pouvait toucher son zizi comme il l'a fait. Mais il n'est pas fondamentalement traumatisé, sauf si la réaction sociale après coup, après la découverte, devient catastrophique. À ce moment-là, l'enrobe d'angoisse et il peut quand même observer et traumatiser. Dans la catégorie que j'ai appelée les jeux sexuels, un peu comme à l'école primaire, qui sont plus répétés quand même ou qui sont plus explicitement sexuels. Hein, l'adulte demande vraiment de partager des attouchements, il demande une masturbation, il demande. Mais quand même là, assez souvent, l'enfant est bien traumatisé par les effractions qu'il y a eu, par les gestes qui ont existé, mais il ne le montre pas nécessairement tout de suite. Vous savez, comme moi, qu'il y a des traumatismes qui ne s'expriment qu'à retardement, et malheureusement, ça s'exprime parfois sous la forme que nous appelons traumatisée, c'est-à-dire l'enfant rejoue ce qui lui est arrivé pour en être mieux maître. On voit alors des enfants de 5 6 ans qui s'en prennent sexuellement à des petits ou à des gens de leur âge, parfois avec une certaine brutalité, et on oublie de se souvenir que assez souvent quand même, s'ils font ça, c'est parce qu'ils ont été eux-mêmes abusés. Dans la dernière catégorie, où l'enfant est le sextoy de la perversité des adultes, il n'en réchappe pas toujours, il y a des morts, il y a des disparitions, il en réchappe parfois, et alors il est porteur d'un lourd traumatisme, il est vraiment effrayé, mais il est tellement effrayé qu'il ne va pas nécessairement tout de suite desserrer les dents. Il faudra parfois beaucoup de délicatesse et d'apprivoisement pour qu'enfin il parle de ce qui lui est arrivé. Il y a une gradation dans la traumatisation et il faut quand même se rappeler que dans la catégorie la plus fréquente des attouchements furtifs, en tant que scientifique, je ne peux pas faire de la moralisation pour le plaisir. Je dois dire que d'une part, c'est pas bien, d'autre part, c'est vraiment des abus, mais enfin, je ne vais pas dire que l'enfant est souvent très traumatisé. Il est un peu intrigué, il veut un peu vérifier, et voilà, il serait quand même mieux alors de le prendre avec délicatesse.
Oui, le traumatisme dans ces cas-là vient parfois après, hein, plus tard, beaucoup plus Un tard. traumatisme il y a dans ces cas-là, c'est tellement la réaction sociale a été source d'angoisse et l'enfant s'est imaginé petit à petit qu'il avait fait quelque chose de grave, tellement les gens sont bouleversés autour de lui, parce qu'il doit aller voir la police, parce que ceci, parce que cela. C'est ça qui le traumatise. Oui. Ce qui ne veut pas dire que j'approuve le moins du monde ce qui s'est passé. Non, non, tout à fait. Ça, j'entends bien et je pense que Oui. les personnes qui nous écoutent ne vont pas se méprendre là-dessus, mais Mhm. c'est-à-dire que ça se manifeste différemment et un enfant n'a pas la même compréhension qu'un adulte. Et Mhm. donc, ce que vous dites aussi, c'est que parfois, même les tout petits, les enfants en âge préscolaire, parlent de ces violences qu'ils ont subies. Souvent, si des choses se sont passées entre 0 et 2 ans, se sont arrêtées, c'est quand même possible que ça ne s'inscrive pas vraiment dans la mémoire ou que l'enfant ne sache jamais en parler. Mais je dirais qu'à partir de 2 ans et demi, 3 ans, il commence à avoir des souvenirs, des représentations mentales de ce qui lui est arrivé. Et quand les choses sortent de l'ordinaire, il a vraiment besoin d'en vérifier, je dirais, la légalité, l'innocuité, la recevabilité. Donc, il va en parler, mais souvent indirectement. Donc, par exemple, sa maman lui donne le bain, il est tout nu dans le bain, il ou elle, et l'enfant va demander à la maman, hein, tu joues aussi à ma kikine. Tu mets aussi ta main sur mon sexe. La maman, évidemment, va, ce que c'est que cette histoire, elle va lui demander naturellement qui joue, espérons-le, en maîtrisant ses émotions, elle va lui demander qu'est-ce qui fait ça avec toi. Et l'enfant, à ce moment-là, va dire, ben, c'est papa ou c'est tonton un tel, ou voilà. Donc, c'est une parole, plus l'enfant est petit, il est tout à fait capable d'être précis, de redire ce qui est arrivé. Moi, je ne connais pas de cas d'enfant qui a vraiment inventé, fabulé, qui s'est trompé d'interlocuteur, sauf dans des contextes sur lesquels nous reparlerons tantôt, où il y a déjà des pressions qui existent du côté de l'autre parent, après des séparations difficiles. Mais dans des conditions, je dirais, lambda, si l'enfant va sereinement en visite chez son père, chez son grand-père, ou si un visiteur est venu, on est dans des conditions de sérénité. Si un enfant, dans une circonstance d'évocation, hein, vous redit un tel a touché telle partie de mon corps, ou m'a montré son zizi ou son sexe à lui, c'est court, c'est bref, mais c'est précis. On ne veut pas dire que c'est imprécis. C'est très clair. Donc l'enfant est capable de mettre dans une phrase un sujet, une action et un complément direct, on va dire, et de résumer une situation. Mais évidemment, plus il est petit, moins il va être capable de donner des détails de temps, de lieu, de circonstances, d'habillement. Là, il pédale très vite dans le brouillard et plus on insiste, plus il dit n'importe quoi. Ça, c'est pour les tout petits enfants. Maintenant, plus il avance en âge, à 4 ans, 5 ans, il est capable de remémoration encore meilleure. Et là, c'est pas nécessairement au moment où on lui donne le bain, mais parfois il va quand même venir demander spontanément à un parent ou va venir raconter à un parent, moi, j'ai vu le zizi ou le sexe ou de telle ou telle personne. Ou alors, les parents constatent que l'enfant va mal, il ne dort pas bien, et manifestement quelque chose le préoccupe. Il le pousse un peu, qu'est-ce qui se passe, il est arrivé quelque chose de mal.
l'enfant fait une allégation sexuelle, elle est le plus souvent tout à fait crédible. Et à 4, 5, 6 ans, il va déjà pouvoir donner des bons petits détails, non seulement sujet, verbe, complément, mais déjà plus circonstanciels. Il va pouvoir indiquer une certaine répétition, il va pouvoir raconter des paroles qu'on lui a dit. Donc, ça devient des allégations, je dirais, beaucoup plus riches en détail et qui devraient inspirer encore plus de, de confiance dans la société qui les reçoit. Et comme vous dites, quand même, pour les petits, ils ne peuvent pas donner vraiment de détails. Vous dites sur les lieux, le moment où c'est arrivé, etc. Et on entend quand À même peine. souvent dire que les enfants affabulent, notamment dans le cercle de la justice. Ce sont des choses qu'on entend. Oui, mais c'est une fausse croyance. Mhm. C'est une manière de sauvegarder le confort des adultes et malheureusement, dans le cercle de la justice, dans un pays comme le nôtre, s'il n'y a pas de preuves matérielles, de sperme par exemple, ou s'il n'y a pas d'aveu, s'il n'y a que la parole de l'enfant, 90% des affaires sont classées ensuite comme non dignes de confiance avec des théories non scientifiques, mais présentées comme scientifiques, sur la fabulation de l'enfant et sur aussi, vous avez ça dans l'interview, on va vous dire, oui, c'est ça. Donc, des affirmations pseudo-scientifiques, soit sur la fabulation de l'enfant, soit de la fameuse phrase, c'est la parole de l'enfant contre celle de l'adulte, mais qui sont des mécanismes d'autoprotection de la part des adultes. Alors, est-ce que les enfants n'affabulent jamais dans des conditions sereines où il n'y a pas de pression faite sur lui? Je n'ai jamais vu dans ma vie d'enfant sain d'esprit. Je parle pas des enfants psychotiques, mais je n'ai jamais vu d'enfant raisonnablement sain d'esprit proférer une affabulation ou un mensonge aussi énorme que de mettre en question pour quelque chose de grave dont il a l'intuition quand même que ça touche le corps, de mettre en question quelqu'un de proche de lui. Même un inconnu, il ne le fait pas non plus. Il y a les adolescents, pour des raisons X, Y, Z, ont parfois des mensonges où ils mentent en mettant en scène des inconnus. Les petits enfants ne font jamais ça. Ils sont bien trop dans la dépendance, ils ont bien trop la certitude que l'adulte sait à peu près tout d'eux. Donc, quand ils disent quelque chose, ben, ils imaginent que c'est connu et que s'ils mentent, ça va être repéré très vite. Ça, c'est dans des conditions sereines. Maintenant, si on est dans un contexte de séparation parentale difficile, où depuis toujours, un des parents, je vais simplifier en disant la mère, ça se passe parfois dans l'autre sens, mais on va simplifier. Si on est dans des séparations difficiles, un des parents se méfie ou poursuit de sa haine depuis toujours l'autre parent. Quand la petite fille de 3 4 ans revient de visite chez son père, on baisse tout de suite sa culotte pour voir si elle n'a pas de rougeur devant ou derrière. Et éventuellement, on dit même à l'enfant, et ton papa, il t'a pas touché, et l'enfant sent très bien qu'on attend de lui qu'il dise un mensonge. Enfin, pour lui, c'est pas un mensonge, mais il se laisse suggestionner, et là, il peut affabuler et dire n'importe quoi. Donc, dans les cas de séparation, il dit ce qu'on attend de lui. C'est surtout dans ces cas-là de séparation très difficile que c'est beaucoup plus difficile
pour l'expert, pour la justice, d'établir ce qu'il en est. Mais nous aurons peut-être tantôt l'occasion de parler des situations de doute. Et moi, j'ai des idées sur ce qu'il faut faire quand il y a doute. Alors, ces pressions, je vous donnais comme exemple séparation parentale difficile, mais il y a d'autres exemples. Je me souviens d'une maman qui était d'un caractère très anxieux, qui avait elle-même été abusée pendant son enfance, et qui avait très peur que son petit garçon ne soit abusé à l'école maternelle. Et donc, entre autres, elle se méfiait de l'homme à tout faire de l'école maternelle. Et puis, un jour, elle a pressé tellement l'enfant de question qu'il a dit que oui, que le monsieur en question avait baissé son pantalon et regardé son zizi. Et puis, on a pu montrer après que le monsieur n'était pas là à ce moment-là. Donc, mais l'enfant avait répondu à l'angoisse, à une demande non formulée comme telle, mais qui est quand même dans les émotions du parent qui fait pression sur lui. Donc là, c'est beaucoup plus difficile. Oui. Mais ce n'est pas si fréquent que ça. Les grosses aliénations, les grosses séparations difficiles, c'est peut-être 4-5% de séparation. Et donc, là aussi, on met en avant cette possibilité qui existe pour décrédibiliser la majorité des enfants qui ne devraient pas être décrédibilisés. Alors pour couper aussi le pied à une fausse croyance, à quelque chose qu'on entend parfois, c'est que bah, l'enfant a pu prendre comme sexuel quelque chose qui ne l'était pas, par exemple des soins de nursing Oui, normaux. Qu'est-ce que vous en pensez? oui. Vous avez envie de dire? Ben, écoutez, j'ai pour des très petits enfants, de moins de 3 ans, j'ai parfois eu des doutes. Et ce qu'ils vont d'ailleurs souvent venir dire, c'est il a mis son doigt dans mon cou. Ou j'ai vu son zizi, mais l'adulte en question vous dira, ben oui, j'étais en train de faire pipi, il est venu à la toilette, je pensais à fermer la porte. Donc, il y a des cas où c'est possible, ce que vous dites. C'est-à-dire qu'il y a eu une erreur de bonne foi. Bon, c'est possible, mais je ne vous dis certainement pas tout de suite que c'est si fréquent que ça. Parce qu'au fond, ces tout petits enfants, tous les jours, on échange. Tous les jours, il y a un doigt qui s'approche de leur réfessière, de leur anus. Et bon, ils ne disent pas ça tous les jours. Et une fois, ils racontent, bon, on a mis, je ne sais pas, mis son doigt dans mon. Ils ne racontent qu'une fois. Alors, peut-être que le doigt du papa a un peu glissé, peut-être que l'enfant qui avait une petite irritation anale à ce moment-là a dramatisé un geste qui lui a fait un peu mal, ou peut-être quand même que l'adulte a voulu un tout petit peu chatouiller un peu trop loin l'orifice anal d'un petit enfant. Vous savez, le doute est permis. Moi, je suis quand même frappé par le fait qu'ils ne font quand même ça qu'une fois de très loin en très loin. Alors, ma méthode pour accompagner est très simple. Je crois que dans des cas pareils, il faut mettre ensemble l'adulte qui est supposé avoir fait quelque chose et l'autre camp, hein, et puis, moi, je leur dis que j'ai des doutes. Et que des doutes, c'est pas ni plus ni moins que des doutes, mais qu'il vaudrait quand même mieux que l'enfant ne vienne plus jamais raconter une chose pareille. Et j'invite le papa à être très prudent. Alors, bah, c'est souvent, il est de mauvaise humeur sur moi. Mais bon, on n'est pas là pour être aimé hein, en tant que thérapeute. Et je pense quand même que j'ai montré qu'un regard social tiers veillait quand même sur l'enfant. Et puis bon,
l'adulte qui avait peut-être un peu dérapé, ben, il était à même de se reprendre aussi, s'il le voulait bien. Oui, on reparlera d'ailleurs dans le deuxième épisode de façon plus détaillée de quoi faire par rapport aux allégations, des attitudes que vous conseillez d'avoir par rapport à cela. Il y a encore quelque chose que j'aurais voulu aborder aujourd'hui, c'est finalement certains enfants parlent d'agression sexuelle et puis se rétractent. Et donc du coup, ben, ça invalide encore plus les choses qu'ils ont dites, puisque les adultes disent, ben voilà, il a menti, il a fabulé, il a imaginé. Qu'est-ce que vous pensez des rétractions des Mais enfants? les rétractations, dans mon Rétractation, pardon. expérience, sont quand même fréquentes chez les enfants d'âge scolaire et chez les adolescents que chez les tout petits. Ce qu'on voit chez les tout petits, c'est que quand on répète les interrogatoires, quand l'atmosphère autour d'eux se charge d'émotions diverses, quand ils voient que rien ne se passe, à ce moment-là, dans mon expérience, c'est pas vraiment se rétracter qu'ils vont faire, c'est soit ne plus rien dire du tout. Et un tout petit, ça peut vraiment être comme un fossile, hein. Aller au fond de son fauteuil et vous n'en tirez plus rien. Ou alors, ils disent n'importe quoi, ils changent de version. Bon. Mais si on veut bien regarder, c'est ceux qui font ça. Alors, ceux qui font ça, ce sont les enfants qui ont dit des choses vraies, mais qui sont traînés en longueur pendant des semaines. Enfin, quand vous entendez parfois que l'audition la police d'un enfant jeune de moins de 6 ans a lieu 2 mois après. Est-ce que vous voulez encore extraire de valable de pensée et des souvenirs d'un enfant? Donc, ceux qui disent n'importe quoi, ce sont ceux-là. Alors, il y a un peu plus de rétractation chez les enfants qui avaient été suggestionnés, qui avaient subi des pressions quand, après un examinateur, un psy ou quelqu'un qui auditionne à la police, et il y a parfois des gens qui sont vraiment très bien formés à la police, et quand un adulte qui est la confiance de l'enfant, quand il fait montre de bienveillance, mais en même temps de scepticisme, et il y a moyen de faire dire gentiment à ces enfants suggestionnés que oui, après tout, ils ont été suggestionnés. Ils ne le disent pas comme ça, mais ils vont quand même dire que, bon, maman, m'a dit que, eux vont éventuellement même dire non. Ils se rendront compte de la souffrance qu'ils ont provoquée involontairement chez quelqu'un accusé à tort. Et d'une certaine façon, c'est parfois simplement le petite conscience morale, hein, et plus je dirais, le scepticisme bienveillant de l'adulte qui les fait évoluer et qui les fait revenir en arrière. Mais là, ce sont plus les fabulateurs sous pression qui reviennent en arrière. Et encore, pas tous. Comme je le disais, et on le verra certainement en seconde partie, la question du doute, elle est bien là, elle est souvent là, et il faut faire avec. Et je crois qu'il faut faire avec sans enterrer les choses, sans abandonner l'enfant, et sans non plus tout de suite accuser à 1000% l'adulte. Il faut trouver un chemin du milieu. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose pour clôturer ce premier épisode? Mais rajouter quelque chose, c'est vraiment un thème horrible quand vous pensez comme ça. Je pense aux cas les plus sordides, hein, ceux que j'ai appelés les sextoys. Mais quand vous pensez que des adultes sont vraiment capables de déshumaniser des enfants, de ne plus voir en eux que
un orifice à travers lequel ils vont jouir en étouffant complètement ou en n'ayant pas conscience morale qu'ils sont psychopathes. C'est vraiment horrible. Je crois que ceux qui font des jeux sexuels, c'est pas triste non plus, hein, parce que quand même, imaginez un des derniers cas que j'ai eu à gérer, bon, un grand-père, euh, c'est le seul petit enfant de la famille. Il profitait que la grand-mère était partie faire des courses. Il s'isolait avec l'enfant dans un lieu de la maison et il jouait à touche pipi. On s'est inclus des masturbations, mais pas une fois. Ça s'est probablement passé 10, 15 fois. C'est On a mal au cœur et je ne sais pas si le message que je vais vous dire a la moindre chance de passer, mais il faudrait quand même encourager les gens qui vont peut-être nous écouter, qui se sentiraient des tendances comme ça, à imaginer qu'ils ont encore eux 8, 9 ans et que le petit enfant il a aussi 8, 9 ans et qu'on peut jouer à touche pipi. Donc, ben, faudrait quand même mieux qu'ils se mettent en question, qu'ils consultent et qu'ils essaient quand même de contrôler, parce que ces enfants-là sont déjà bien traumatisés. Et alors, un mot à ajouter, pour les 60-70% que j'ai appelés attouchements furtifs, je ne veux pas diaboliser ces adultes-là. Je veux bien admettre que ce sont des dérapages liés un peu par les circonstances. Un père reçoit sa petite fille en visite, il peut un petit peu agresser la mère à travers l'enfant. Il y a 2 mois que lui n'a pas fait l'amour avec une femme, et bon, il va aller chipoter un peu la vulve de sa petite fille. Pour moi, ce n'est pas le plus horrible des pédophiles, c'est un moment d'égarement, mais c'est pas non plus ce que j'appellerais un accident. Il a quand même mis à sa liberté d'aller du mauvais côté. Et bon, là, il faut arriver à ce qu'il se pardonne, il faut arriver à lui pardonner. Et peut-être que l'enfant doit un jour recommencer à voir ce temps-là. Mais il y a quand même eu une faute. Et voilà, laisser leur innocence aux enfants. Oui, c'est peut ne pas être sans conséquence, même si c'est un dérapage, effectivement. Voilà. Eh bien, Monsieur Hayé, un grand merci. Et donc, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Eh bien, avec grand plaisir. Au Merci. revoir, bonne soirée, au revoir à tous les auditeurs. Comment on dit, les auditeurs sur Internet? Oui, bon, Des oui, auditeurs auditeurs, quand même, spectateurs, je ça sais pas. doit être en 2023. Au revoir à toutes les auditrices et peurs qui vont regarder ceci. Donc, à bientôt. À bientôt. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, bien pensez à la partager, à commenter et à faire connaître la chaîne Résilience Psy. Merci, à bientôt.